C'est-à-dire que nous, bah, du coup, depuis que je suis toute petite, j'ai rencontré une famille, j'ai appris à la connaître, Oui. puis j'ai pu aimer en même temps, bah, mes parents. Oui, quand j'étais plus petite, j'avais beaucoup de doutes. Je me disais: «Mais de mon côté, il y a mes parents, puis là, il y a ma nouvelle famille que j'ai rencontrée. C'est qui que je dois aimer le plus?» Puis, bah, en grandissant avec le temps, bah, je me suis dit: «C'est pas une rivalité, c'est bah, on peut aimer les 2 à la même valeur». Bienvenue dans le 20e épisode du podcast Joli Papa. Donc, 20e épisode, c'est quand même pas rien de le dire. L'épisode 21 est déjà enregistré puisqu'il s'agit d'une interview qui sortira après. Donc, un épisode spécial puisque ce soir, je suis en public. Il y a des gens dans la salle, peut-être viendront-ils interagir. Est-ce que vous pouvez faire un petit peu de bruit pour le micro, pour que les gens qui nous écoutent sur les plateformes... Ah, ça c'est bien la preuve. C'est bien la preuve que nous sommes en public. Donc, vous voyez, on ne triche pas. Donc, il y aura pas de... Je ferai pas de découpe, en fait, dans le podcast, d'accord? Là, j'ai lancé l'enregistrement et on va laisser se dérouler l'enregistrement et puis on verra bien ce qui va se passer. Pour les gens qui réécouteront ce podcast sur les plateformes, n'hésitez pas à venir interagir sur le compte Instagram Joli Papa Podcast. Vous pouvez poser des questions, commenter, témoigner. S'il y a des personnes aussi qui veulent se prêter au jeu de l'interview dans un prochain épisode, ben, n'hésitez pas aussi à me contacter pour venir partager vos témoignages. Dans l'actualité du podcast, il y a 2 articles à venir dans le magazine Men's Work qui va sortir au mois de juin. Et je serai aussi à Bruxelles le 5 juillet au Pod BXL, donc qui est un festival de podcast pour partager sur ce sujet-là. Donc, le podcast Joli Papa, on parle de parentalité, on parle de belle paternité, mais je sais qu'il y a aussi des belles mamans qui écoutent ce podcast. Et l'idée, c'est de le faire avec le sourire. Alors, il y a des histoires plus ou moins drôles, plus ou moins malheureuses, mais on essaye d'avoir le sourire. Et on explore surtout une figure emblématique, un peu mystérieuse, souvent sous-estimée, mais absolument essentielle, et j'ai nommé le beau-père. Voilà, j'ai nommé le beau-père. Heu, on va parler de ça, on va parler du beau-père dans toute sa splendeur, mais on va aussi parler du beau-père dans sa complexité. Alors, est-ce qu'il y a des beaux-pères peut-être dans la salle ce soir? Ouais, il y a un joli papa ici. Est-ce qu'il y a des belles-mères dans la salle? Eh bien voilà, très bien, à la même table. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été en contact avec des familles recomposées, des beaux-parents? Ouais, hop, hop, peut-être par là. Dans ce cas-là, vous allez découvrir un monde fascinant, peuplé de plannings dignes de ceux de la NASA, n'est-ce pas? La NASA envie les plannings. Le son de la salle? Ah OK, ouais, je vais le monter un petit peu, ouais. Voilà, j'ai remonté un petit peu le son de la salle. Donc, je vous disais que vous allez découvrir le monde fabuleux des plannings partagés que la NASA nous envie, de négociations qui rendraient jaloux les diplomates de l'ONU. On va plus sérieusement, voilà, être beau-père, ben, ça peut être un défi. J'interviewe régulièrement des jolis papas sur ce podcast et viennent me partager leurs aventures. Il y a des hommes qui n'avaient jamais eu d'enfants et qui deviennent pères en devenant beau-pères. Il y a des beaux-pères qui deviennent pères plus tard, en commençant par être beau-père. Et donc, eh bien, il y a ce sujet de comment se positionner, comment trouver sa place. Mais c'est surtout une très belle aventure humaine qui est incroyable, qui est pleine d'amour, dans des moments où on s'y attend pas. Même si des fois, il faut chercher l'amour sous une montagne de linge sale. Bon, ça peut arriver. Ou au milieu d'une dispute pour savoir qui a mangé le dernier yaourt. Mais il y a de l'amour là-dedans. Et donc, on va décortiquer tout ça ensemble. Je vous propose donc de lancer l'épisode. Alors,
commençons un petit peu par la genèse, parce qu'il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Pourquoi ce podcast et pourquoi il s'appelle Joli Papa? Il s'est trouvé qu'il y a le croisement d'une aventure personnelle. Quand je suis devenu beau-père et que j'ai découvert, du coup, je n'étais pas père avant cette aventure, et j'ai découvert, du coup, eh bien, ce qu'est le monde d'une famille recomposée, d'accueillir, de partager des enfants voilà, qu'on n'a pas conçus, on n'était pas à l'origine du projet. Et donc, je suis devenu beau-père et j'ai observé avec étonnement, avec amusement, cette découverte. Et puis, c'est aussi le croisement de ma profession qui est d'être accompagnant, d'être coach, de pouvoir accompagner des gens. Et en croisant ça, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a un sujet dont on parle pas très souvent dans les magazines, dans les émissions, c'est finalement le rôle du beau-père. Et puis j'ai commencé à échanger un petit peu avec des hommes qui vivaient cette même aventure, et ils me partageaient. Alors c'est très compliqué, hein, de recueillir la parole des hommes, parce qu'il faut vraiment les courtiser. Mais bon, je fais du sport, et donc dans les vestiaires de sport, des fois après l'effort, on se confie. Et donc des hommes me disaient, bah ouais, moi des fois c'est compliqué de savoir où est ma place, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire, qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Et donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Je suis créateur de contenu pour ma part depuis 2017. Donc je me suis dit, ben je vais mettre ce talent-là au service de cette thématique-là. Et donc je me suis dit, ben très bien, je vais lancer un beau-père sur la belle parentalité. Et puis dans mon aventure de beau-père, on échangeait avec les enfants, et qui étaient encore petits, qui sont d'ailleurs par ici. Coucou les enfants. Et en fait, cette question de dire: «Mais en fait, t'es qui? T'es qui pour nous? Comment on t'appelle? T'es tonton? T'es papa?» «Bah non, t'es pas papa, on a déjà un papa». Alors qu'on a expliqué, on a dit: «Bon, bah, le terme consacré, c'est beau-père». Mais dans la tête d'un jeune enfant, père, bon, c'est un peu solennel, donc c'est devenu papa. Et puis beau, joli, bah, c'est vrai que c'est un synonyme. Et donc une fois, il y a ce mot qui est sorti, joli papa, et je me suis dit: «Oh, ça c'est un mot sympa». Voilà, j'ai trouvé le nom du podcast. Et donc c'est comme ça, du coup, que peu de temps après avoir eu l'idée de ce podcast, eh bien, est venu le nom Joli Papa. Hem, on va découvrir que le joli papa a des super pouvoirs. Les beaux-parents ont des super pouvoirs, on va découvrir ça ensemble. Mais je voudrais pas non plus, à travers ce podcast, laisser penser que tout soit rose, que c'est le monde merveilleux de Disney dans lequel, vous savez, tout finit toujours bien, parce que c'est pas, voilà, c'est pas la vie. Donc c'est pas l'idée, voilà, de ce podcast, d'essayer de projeter une image de perfection, pas du tout. On partage les difficultés, les victoires, les bonheurs, les doutes, et puis on avance comme ça. Donc on va commencer par la première partie. Et à la fin de cette première partie, bah, je vous inviterai, si vous le souhaitez, à venir témoigner, partager, échanger. Et cette première partie, elle est autour de trouver sa place. Comment trouver sa place? Parce que moi, je me suis aperçu que dans les formulaires, vous avez papa, maman, hein. Dans les formulaires pour les autorisations de sortie, c'est marqué comme ça. Quand vous allez chercher les enfants à l'école ou au périscolaire, donc il y a des autorisations à signer, mais eux, ils disent: «Bah, non, j'ai pas votre nom, vous avez pas le nom des enfants, vous avez pas le nom de la». Il y a un truc qui colle pas, bon. Et je me suis aperçu qu'en fait, ce truc-là, c'était un petit peu partout. Et en échangeant avec des hommes, ils m'ont dit: «Bah, moi, je sais pas trop comment me positionner, parce que je suis pas leur père». Bah oui, c'est vrai, tu es pas leur père. C'est vrai, tu es le beau-père. Et puis oui, mais comment je me positionne vis-à-vis de la belle famille? Alors la belle famille, les parents de leur compagne. Mais est-ce que les enfants, j'ai le droit de leur donner des ordres? Ou est-ce que j'ai le droit, des fois, de les reprendre? Ou est-ce que j'ai le droit? Et donc cette question de place, elle est assez centrale, en fait. Et des jolies mamans, des belles mamans sont venues me partager qu'elles rencontraient aussi cette difficulté. Et finalement, je me suis aperçu que pour les gens pour lesquels c'était les plus difficiles d'essayer de prendre leur place, de trouver leur place, mais des fois, c'est parce qu'ils essayaient maladroitement de prendre la place qui était déjà prise, de prendre une place qui était déjà prise. Des hommes m'ont témoigné qu'il y avait une petite compétition qui s'était installée entre le beau-père et le père, et c'était à celui qui faisait les plus belles sorties, c'était à celui qui proposait le plus d'activités, qui faisait les meilleures expériences, et cetera. Et ce qui n'était pas très confortable, parce que en fait, le beau-père ne sera jamais le père biologique des enfants.
Mais à la fois, il peut être une figure parentale, il peut être, un accompagnant, il peut être un guide en tant qu'adulte pour les enfants. Et finalement, j'en suis arrivé à la conclusion que pour les beaux-pères qui sont venus me témoigner un petit peu leur clé de succès, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'en fait, ils se sont tous créé une place. Plutôt que d'essayer de trouver, de prendre une place, en fait, ils ont créé leur place. Parce que tant qu'ils cherchaient leur place, ils étaient un petit peu, vous savez, vous allez au cinéma, vous achetez, on vous a vendu le billet numéro 13, mais sauf qu'en fait, il y a que 12 places dans les rangées de cinéma. Et donc, ils ont beau chercher leur place, ils ne la trouvent pas parce que, en fait, cette place, il faut qu'ils la créent. Cette place, il faut l'inventer. Et ce qui est magique là-dedans, c'est que qui dit inventer dit sur mesure. Ça veut dire que si je me dis, OK, alors j'ai compris que cette place-là, elle n'est pas dans les livres, elle n'est pas dans les arbres généalogiques, mais du coup, quelle place j'ai envie d'occuper, quelle place j'ai envie de prendre, quelle place j'ai envie de créer, et je vais pouvoir du coup la designer. Est-ce que j'ai envie, d'être un guide? Est-ce que j'ai envie d'être un soutien ou pas? Et en fait, il y a pas de je dirais, il y a pas de règle dans tous les témoignages que j'ai pu recueillir. Il y a des beaux-pères qui m'ont dit: «Moi, je m'implique pas du tout avec les enfants parce que justement, ce ne sont pas mes enfants». Et du coup, ils cherchent pas à revendiquer une place de paternité. Par contre, ils ont une place de compagnon avec leur compagne et ils évoluent comme ça. D'autres, à l'inverse, ont dit: «Ben, non, moi je suis un coparent finalement, on vit ensemble, et donc bah, c'est vrai qu'il y a des décisions, j'ai envie de pouvoir donner mon avis. C'est vrai qu'il y a des valeurs, j'ai une vision, je sais pas, tiens, on parle des activités, est-ce que les enfants pourraient faire du sport, de la musique? Ben, tiens, moi j'aime la musique, ben, je pourrais proposer ça. Et ça, c'est une clé de succès du coup que j'ai détectée dans les témoignages que j'ai pu, recueillir, qui était de, bah, finalement au lieu d'essayer de chercher une place qui n'existe pas, au lieu d'essayer de piquer peut-être une place, qui n'est pas la sienne, eh bien, c'était beaucoup plus facile de créer sa place. Mais encore faut-il, que ça soit quelque chose de volontaire, qu'il y ait une intention. Parce que j'ai vu aussi des beaux-pères qui m'ont partagé que finalement ils se sont un peu laissés glisser comme ça dans la vie en se disant: «Bon, bah, les choses vont se faire», je sais pas, mais qui se sont jamais positionnés, par exemple, qui ont jamais proposé: «Bah, tiens, oui, je pourrais participer à une sortie» ou alors: «Tiens, je pourrais organiser ça». Et en échangeant avec eux, ils me disaient: «Bah, c'est vrai que finalement», quand je leur demandais: «Mais c'était quoi ton intention?» Ils me disaient: «Bah, c'est vrai que finalement j'ai pas, c'est pas quelque chose auquel j'ai réfléchi, j'avais pas forcément d'intention». Et ce qui peut changer la donne quand justement on se dit: «Ben, tiens, c'est quoi mon intention?» On va il y a nos vies qui se croisent et qui vont avancer en parallèle. On ne sait pas à combien de temps, on ne connaît pas le futur, mais c'est certains de ces beaux-pères qui me disent: «Ben, à un moment, je me suis dit: "OK, moi j'ai envie par exemple d'être un soutien. Je suis un soutien en plus"». OK, et du coup, ben, comment je peux exprimer ça? Comment exprimer ce soutien? Est-ce que c'est de rendre des services? Est-ce que c'est, d'être là, quand, je sais pas, l'enfant, l'ado a envie de se confier? Est-ce que c'est, peut-être d'être une oreille, attentive quand il y en a besoin? Ou est-ce que peut-être c'est justement de savoir garder le silence quand, il y a peut-être pas grand-chose à dire? Et c'est vrai que cet acte volontaire de dire: «OK, je suis beau-père, donc je ne suis pas un père biologique, mais je suis quand même quelqu'un dans l'équation, je suis quand même un coparent, je suis un adulte, je peux être peut-être une figure de référence». Et ben, se le dire et puis se mettre l'intention, je dirais, au courant de sa semaine, dans son emploi du temps, dans ses actions, et bien ça fait avancer les choses. Ce que m'ont partagé, des beaux-pères aussi, c'est qu'il y avait pas de ligne d'arrivée. C'est-à-dire qu'il y avait pas c'est pas parce que tu t'es mis avec la maman des enfants que tout d'un coup, tu es devenu beau-père. Ils m'ont dit: «Non, ça se passe pas comme ça en fait. Il faut laisser faire le temps, il faut s'apprivoiser, il faut peut-être, s'imprégner les uns des autres, il faut, gagner cette confiance et puis ensuite, voilà, les choses se font». Et je trouve ça intéressant effectivement, dans une société où souvent on est sur les réseaux sociaux à comparer, à vouloir gagner, à liker, à avoir plus de trucs, de se dire: «OK, en fait, tout va bien, c'est cool, c'est un processus continu, ça peut prendre du temps, on avance et s'il y a une intention, et ben, cette intention, elle va forcément se concrétiser à un moment». Hem Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où on devient beau-père, ça veut dire qu'on s'est mis en couple, potentiellement avec un
un autre parent, hein, avec une maman biologique. Hem Et ça veut dire aussi que ça peut être une bonne idée de communiquer avec elle, et pas de rester comme dans sa grotte comme souvent font les hommes. Et les hommes ont partagé ça, alors hors micro pour le coup, c'est de dire: «Ben, moi, je lui dis: "Mais comment tu fais quand justement tu sais pas te positionner?" De dire: «Bah, tiens, est-ce que j'ai mon mot à dire, par exemple, pour les études des enfants? Est-ce que, je peux dire, bah, c'est comme ça parce que je l'ai décidé?" Et je dis: «Ben, qu'est-ce que tu fais quand tu as ce doute-là?» Puis il dit: «Bah, rien». En gros, l'homme m'explique qu'il boude dans son coin, quoi, qu'il va dans sa grotte. Et puis sa compagne comprend pas parce qu'elle dit: «Bah, je sais pas, il fait la gueule, c'est bizarre, mais on sait pas trop pourquoi». Alors que d'autres me partagent de dire: «Ben, moi, dès le début, je me suis dit que, étant donné que je suis pas le père biologique, je pars du principe que je sais pas. Et donc je sais pas ce qui est bien ou ce qui est pas bien, mais du coup, je le partage. Et quand je me pose des questions, quand j'ai des doutes, et ben, je partage à ma compagne de dire, «Qu'est-ce que tu en penses? Tiens, moi, j'aurais eu l'envie de ça, mais je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est un projet qu'on peut avoir, à 2 ou pas, qui peut se faire?» Et ben, force est de constater en fait que, dans les beaux parcours que j'ai pu observer et des personnes que j'ai pu recueillir en interview de podcast, eh bien, ce sont les personnes qui partageaient le plus, qui communiquaient le plus à cœur ouvert, qui m'ont partagé, je dirais, les plus belles histoires. Parce qu'à partir du moment où la communication était là, il n'y avait pas de bombe à retardement. C'est-à-dire que c'était peut-être juste une étincelle et plutôt que ça devienne une bombe à retardement dans 2 ans, c'était plus facile de partager un doute à un moment ou de se dire: «Ben, je ne sais pas en fait jusqu'où je veux m'impliquer finalement». Ou des campagnes de dire, «Écoute, ça c'est mon territoire, tu as pas le droit d'arriver dans cette zone-là». Et donc bah, c'est l'échange et la communication qui font avancer ces choses-là. Alors par rapport au sujet de la place justement, de prendre sa place, de créer sa place, est-ce que dans le public, quelqu'un voudrait, me dire, partager un petit bout de son histoire ou témoigner ou me dire un petit mot au micro? Dites-moi. Non, non, pour l'instant, ils sont timides. C'est normal, c'est le début, c'est le temps qu'on se mette, c'est le temps qu'on se mette en route. Hem, je voudrais du coup vous partager des outils. Donc ce sont des choses que j'ai pu recueillir dans les parcours, dans les témoignages. Ce sont aussi des outils d'accompagnement, qui peuvent être utilisés et du coup, je voudrais vous partager ces outils et ces concepts qui, si vous nous écoutez dans la salle ou sur les plateformes, si vous écoutez en replay ce podcast, et ben, pourraient vous aider dans votre aventure de famille recomposée. Le premier outil, le premier concept, c'est le pacte de famille recomposée. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le pacte de famille recomposée? En fait, c'est un petit peu l'analogie avec les startups. Vous savez, il y a des gens là qui créent des startups, qui tout d'un coup, ils lancent des entreprises et puis ça devient, gigantesque. Et en fait, ces gens-là, donc ils vont chercher des capitaux. Donc ils vont demander à des gens, en fait, de leur avancer de l'argent pour faire, pousser leurs rêves. Mais qui dit argent, qui dit association, dit: «Ouh, peut-être contrat, faut peut-être qu'on se mette d'accord». Et en fait, une idée que j'ai trouvée très intéressante là-dedans, c'est de dire: «On va se mettre d'accord sur nos désaccords tant qu'on est d'accord». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a forcément peut-être un moment où on va s'embrouiller, il y a peut-être un moment où il y a des trucs où on sera en conflit, sur lesquels on ne sera pas d'accord. OK, ben, profitons de cet instant où on est d'accord, on a envie de collaborer, on a envie de coopérer pour justement se mettre d'accord sur nos futurs désaccords. Et donc les gens font ça dans les startups en se disant: «Ben, tiens, si un des associés à un moment veut partir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit vendre l'entreprise? Est-ce que, on repart, moitié-moitié?» et cetera. Je me suis dit: «Ben, tiens, c'est drôlement intéressant». Et puis en échangeant avec des jolis papas, et ben, certains m'ont expliqué qu'en fait, ils avaient quasiment mis ça en place. Alors pas, on est d'accord, c'est un pacte moral, hein, c'est pas, on n'est pas dans du juridique, c'est des échanges, en fait, tout simplement, hein. Mais de se dire: «OK, on peut se mettre d'accord sur quelles sont les limites». C'est-à-dire que, comment est-ce que moi, je pourrais comprendre qu'à un moment, je dépasse les bornes, par exemple? Plutôt que chacun boude dans son coin, ça serait quoi le signal, reconnaissable de dire à un moment: «Écoute, là, tu déconnes, tu dépasses les bornes. Moi, il y a un truc qui me va pas et je te le fais comprendre ou je te le fais savoir», ou il y a un signe.
Et ça peut être intéressant parce qu'à partir de là, plutôt que de se dire: «Bon, on va laisser bouillir la marmite», on peut se dire: «Bon, OK, là, ça veut dire que peut-être il y a une conversation à avoir ou il y a peut-être un comportement à changer». Des questions qui sont intéressantes dans les familles recomposées, c'est de se dire: «OK, on fait un bout de chemin ensemble, on l'espère le plus longtemps possible, mais qu'est-ce qui se passe si un jour on s'entend plus? Est-ce que, par exemple, en tant que beau-père, je peux encore, avoir des contacts avec mes beaux-enfants? Ou est-ce que, on considère que, bah, non, finalement, on n'a plus rien à faire ensemble, donc tu as plus rien à faire, avec eux?» Alors, des jolis papas, moi, m'ont partagé qu'ils ont eu 20 ans de vie commune avec des enfants et puis, quand ils se sont séparés, eh ben, la maman a dit: «Écoute, non, les enfants, tu les verras plus». Ils étaient grands, mais elle mettait des des freins à ça et d'autres m'ont dit: «Ben, moi, ça fait, 10 ans que je suis séparé, de la mère de mes beaux-enfants, mais on se voit toujours parce que les enfants, on a grandi, ensemble et on continue à se voir». Donc ça, bah, par exemple, c'est un sujet qui peut être intéressant, de mettre dans ce pacte symbolique de famille recomposée. De dire aussi: «Tiens, comment est-ce qu'on résoudrait les litiges? Si un jour on avait des litiges, comment on le résoudrait? Est-ce qu'on fait comme dans les jeux télévisés, on fait appel à un ami? Est-ce que, on fait appel à un médiateur? Est-ce que, on sort, les couteaux et c'est le meilleur qui gagne?» Bah, ça peut être intéressant, même si évidemment on peut pas présager de l'avenir, mais ça peut être intéressant de se dire: «Bah, si un jour on sent que ça marche plus, vu que là, pour l'instant émotionnellement on n'est pas engagé, là-dedans», bah, de se dire: «Tiens, ben, moi ce que je voudrais c'est quand même qu'on se laisse une chance en allant voir un médiateur», par exemple. Ou alors qu'on se dise: «Ben, on se, prend chacun 3 mois pour pouvoir, réfléchir et puis, prendre ensuite une décision». Mais ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile quand on est sous le coup de l'émotion de prendre ce genre de décision, plutôt que de le réfléchir avant et de se dire: «Ben, OK, en cas de souci, on va essayer de réagir comme ça». Les gens qui font ça très bien, vous savez, ce sont les pilotes d'avion. Les pilotes d'avion, par exemple, ben, les compagnies aériennes, ils savent qu'un pilote d'avion, c'est un humain et que si à un moment, il y a un moteur qui se coupe, si à un moment, il y a plus de carburant, il y a quelque chose qui fonctionne, potentiellement, il pourrait être un peu stressé, cet humain qui pilote l'avion et donc c'est pour ça qu'il y a des règles, en fait, des procédures de dire: «Bon, OK, s'il se passe tel truc, bizarre qui ne devrait pas arriver, bon, bah, la règle, c'est qu'on va tenter telle opération ou telle manœuvre» et ça, du coup, bah, ça évite de devoir réfléchir sous le coup des émotions parce que, typiquement, si on est en colère, par exemple, en général, on ne prend pas les mêmes décisions que, quand on est, émotionnellement stable et c'est pour ça que l'idée de ce pacte de famille recomposée, c'est de se dire: «Eh bien, mettons-nous d'accord sur nos désaccords tant qu'on est d'accord». Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Cet exemple? Je vous vois sourire, monsieur, c'est quelque chose qui vous parle? Mmh. Non? Ne se prononce pas, pardon, ça marche. Hem, un autre point que j'ai relevé dans les interviews que j'ai pu, avoir avec des jolis papas, c'était sur la création des souvenirs communs et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé, très intéressant en comprenant que on peut venir vous prendre votre maison, on peut venir vous voler votre voiture. Les souvenirs que vous vous êtes créés, ceux-là, personne ne pourra les faire disparaître. Et donc, en tant que beau-parent, en tant que belle-mère, en tant que beau-père, les souvenirs que vous créez avec, vos beaux-enfants, même si un jour vous étiez, séparés les uns des autres, ben, ces souvenirs-là, ils vont pas s'effacer. C'est des choses qu'on pourra pas venir gommer. Et du coup, c'est vrai que de pouvoir, créer des expériences, de vivre des souvenirs ensemble et je pense à cette phrase de Sylvain Tesson, l'écrivain, qui dit, «Vivre, c'est faire de son rêve un souvenir» et je trouve que cette phrase est très belle. Vivre, c'est faire de son rêve un souvenir, d'avoir des rêves, de partager des rêves. Pour ma part, on a par exemple à la maison un tableau des rêves dans lequel, les enfants et nous aussi les adultes et ben, on met nos rêves en découpe, dans les journaux, on fait des petits dessins, on dit: «Tiens, un jour, j'aimerais bien aller visiter, tel endroit» et donc on fait un petit dessin et puis on met ça sur le tableau des rêves et puis de temps en temps, on regarde le tableau des rêves et puis on dit: «Tiens,
ce rêve-là, est-ce qu'on pourrait pas le planifier un de ces 4 ? Et il s'est trouvé que la semaine dernière, on est allé vivre un rêve des enfants, hein, qui était marqué sur le tableau et ce rêve, il s'est réalisé. Et c'est vrai que, happé par le quotidien, par le tumulte de la vie de tous les jours, le boulot et cetera, des fois ces rêves, on les met un petit peu de côté et puis on se réveille en se disant: «Mince, j'avais des rêves, j'ai oublié de les vivre». Et si vous mettez en place un tableau des rêves et donc c'est un vrai, moi c'est un c'est enfin ch chez nous, c'est un vrai tableau physique là, hein, comme ce cadre-là qui est au mur et avec des petites punaises, on accroche tout le monde accroche ses rêves, comme ça permet déjà de les partager. «Ah bon, tu as ce rêve-là, mais qu'est-ce qui te fait rêver là-dedans?» «Ah c'est un artiste quand même, j'adore sa musique, j'aimerais aller le voir, j'aimerais écouter cet artiste au Canada, voilà, dans son pays d'origine». «Ah d'accord, ben tiens, tu pourrais me faire écouter sa musique parce que je la connais pas». Et donc en fait, en commençant à partager nos rêves, on commence déjà à se les partager, pas encore comme des souvenirs parce qu'on les a pas encore vécus, mais ils commencent à prendre forme. C'est-à-dire que ces rêves-là, ils commencent à être partagés, à être échangés. On connaît les rêves les uns des autres. Ça veut dire aussi que des fois, quand on veut se faire plaisir, plutôt que plutôt que d'acheter encore et encore des objets dont on ne sait plus quoi faire dans nos greniers, des fois, peut-être qu'on peut dire: «Ah tiens, c'est une expérience. Tiens, il y avait cet endroit où j'ai toujours rêvé d'aller. Sur la carte, finalement, c'est quoi? C'est à 2 heures de voiture. C'est pas si compliqué d'y aller. OK, allons vivre ce rêve» partager, des films, des musiques, des voyages, des anecdotes, partager des rêves ensemble ça permet de se créer des souvenirs communs et je trouve que c'est très précieux parce que, ces souvenirs communs, ce sont des choses qu'on pourra pas effacer. Alors, on a déjà pas mal avancé dans le plan de l'émission. On a parlé de, comment trouver sa place, on a parlé de l'intention, du coup, de créer une place, sur mesure. On a parlé du pacte de famille recomposé. On a parlé de se créer des souvenirs communs et je voudrais vous parler, juste après la mini pause musicale, je voudrais vous parler du 1 + 1 = 3. Est-ce que j'ai raison? Vous les jeunes là devant, 1 + 1 = 3, est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est juste? Ah, c'est-à-dire 1 + 1, ça fait combien normalement? Ça fait 2. D'accord, on va s'en reparler dans 10 secondes alors. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce 1 + 1 = 3? Si je prends un gâteau, je prends une tarte. Corinne, elle a préparé des très bonnes quiches ce soir, hein, Corinne, hein. Merci pour tous ces préparatifs. Du coup, si je prends une tarte, que je la divise en 2 et que je te partage cette tarte, toi, tu as gagné la moitié de la tarte, mais moi, j'ai perdu la moitié de la tarte. D'accord? Donc là, le 1, je l'ai divisé et on a moitié-moitié. Si moi je viens avec un cookies, toi tu as un cookies, on met les 2 nos cookies dans le pot commun. Bon super, dans le pot commun maintenant il y a 2 cookies. Donc là on a fait 1 + 1 = 2, on est d'accord? Maintenant ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui, quand on le partage, ne se divise pas et ça c'est intéressant. Si par exemple je t'apprends quelque chose, d'accord? Je t'apprends, tiens, j'ai une information que je t'apprends. Toi, tu repars avec quelque chose en plus, tu as appris une nouvelle information et moi, j'ai rien perdu. D'accord? J'ai pas perdu cette information, je me suis pas vidé de cette information. Et c'est ce qui se passe en fait dans l'amour. Si je donne de l'amour à quelqu'un, je perds pas cet amour. Et si je donne de l'amour à mes beaux enfants, il m'en reste pas moins pour mes enfants, si j'ai aussi des enfants biologiques. Si des beaux enfants donnent de l'amour à leur père, il leur en reste pas moins pour leur en donner à leur beau-père aussi. Et c'est là où je veux en venir avec ce 1 + 1 = 3, c'est que finalement, quand un beau-parent arrive dans l'équation, c'est pas: «OK, il y a une maman biologique, d'accord, il y a un papa biologique», il y a aussi un beau-papa qui certes n'est pas biologique, mais qui est un parent en plus, qui est de l'amour en plus, qui est du partage en plus, qui est de l'enseignement en plus. Et c'est là où je voulais en venir avec ce 1 + 1 = 3, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de cloisonner, en fait. C'est pas parce que, j'ai de l'amour pour un parent que j'en ai moins pour un autre parent. On rencontre souvent ce conflit de loyauté chez les beaux enfants.
et qui se disent: «Bah, oui, mais bon, attends, cet adulte-là, est-ce que j'ai le droit de l'aimer aussi? Parce que quelque part, est-ce qu'en l'aimant aussi, je ne deviens pas un peu déloyal vis-à-vis de mon autre parent?» Bah, là, on voit qu'en fait, personne ne perd rien. C'est-à-dire que quand je donne de l'amour à un parent, il m'en reste toujours autant dans mon cœur pour en donner aussi à un autre parent et peut-être encore à un autre parent. Et peut-être si j'ai 4 coparents, et ben, j'ai largement, assez d'amour pour partager cet amour avec tous ses parents et il s'est pas forcément divisé. Ça vous parle du coup ce 1 + 1 = 3? Ouais? Vous comprenez pourquoi je dis ça? Alors c'est vrai que du coup on se dit quand je parle de ça, souvent on se dit: «Mais non, non, c'est pas possible, c'est 1 + 1, bon». Mais ce truc-là, je l'ai rencontré par exemple à l'école où, et bien, notre grande, elle voulait faire un dessin pour la fête des pères. Et beh, oui, mais alors, je sais plus si c'était la maîtresse ou si c'était, l'ATSEM, il lui a dit: «Bah», alors elle lui dit, parce qu'elle était chez nous, elle dit: «Mais j'aimerais bien faire aussi un deuxième dessin pour mon joli papa». Et puis là, l'adulte lui a dit: «Bah non, tu peux pas, c'est la fête des papas et les papas, il y en a qu'un. Donc du coup, tu dois faire qu'un dessin». Et elle était bien désolée en disant: «Bah, je suis désolée, du coup, j'ai pas de dessin pour toi». Ce qui était pas grave en soi. Mais ce qui était intéressant dans cette interaction, c'est que, bah, là, l'adulte était un peu embarrassé en se disant: «Alors attends, est-ce que je suis l'arbre généalogique et de dire c'est la fête des papas, donc il y a un seul dessin puisqu'il y a qu'un seul papa?» Oui, il y aura toujours qu'un seul papa biologique, mais un beau papa, une belle maman, bah, il y a de l'amour pour eux aussi. Et donc quelque part, et ben, on y gagne plus en décloisonnant, d'accord? On y gagne plus plutôt qu'en cloisonnant. On y gagne plus en rassemblant plutôt qu'en opposant. Parce que c'est assez facile, dans des familles recomposées, par exemple, d'aller critiquer l'autre parent. «Ouais, de toute façon, l'autre parent, ceci, cela». OK, ça, c'est opposé. Mais les enfants, ils sentent cette opposition, de dire: «Ah OK, il y a des règles ici, il y a des règles là, et quand on est là, on critique les règles de là, et cetera». OK. Mais si, au lieu d'opposer, je rassemble, là, j'y gagne plus parce que je recrée ce 1 + 1 = 3. Hein, plutôt que de soustraire, de dire: «Ici, c'est comme ça et là-bas, c'est pas comme ça et en plus, là-bas, c'est nul». Ben, là, je divise du coup, d'accord? Je soustrais, je dissous un petit peu. Alors que si je garde mon 1 + 1 = 3, eh bien, en réalité, tout le monde y gagne beaucoup plus. Hem, je sens que ce 1 + 1 = 3, c'est quelque chose qui vous a, hein, n'est-ce pas? Ça vous dit: «Ah tiens». Quand est-ce que vous pourriez utiliser d'ailleurs ce truc-là de 1 + 1 = 3? Partout? Ouais. Tu voudrais venir, nous partager? Où est-ce que tu pourrais utiliser ça? Où est-ce qu'on peut utiliser le 1 + 1 = 3? Parce que c'est valable en amitié, c'est valable, en famille, c'est valable, tiens, ben, approche-toi. Là. Alors, je vais activer le micro ici. Comment tu t'appelles? Clara. Clara, OK. Donc Clara, on t'entend dans l'enregistreur, d'accord? OK. Mais la salle ne t'entend pas, OK. d'accord? Donc tu peux dire ce que tu veux. OK. Alors Clara, dis-moi, qu'est-ce que ça t'évoque du coup ce 1 + 1 = 3? Bah, disons que moi, j'ai pas de beau-papa ni de, bah, belle-mère. Ouais. J'ai, plus une belle famille. Ouais, Donc, bah, c'est-à-dire que nous, bah, du coup, depuis que je suis toute petite, j'ai rencontré une famille, j'ai appris à la connaître, ouais. puis j'ai pu aimer en même temps, bah, mes parents, puis, bah, ma famille, ma nouvelle famille. Ah, et donc ça veut dire que tu as autant d'amour en toi Oui, pour ces 2 familles? oui, Cool. Donc en effet, tu vis le 1 + 1 = 3. oui. Et est-ce que ça a été une évidence ou est-ce qu'à un moment tu as eu des doutes? Ou est-ce qu'à un moment tu dis: «Attends, peut-être que je devrais plus aimer cette famille-là ou logiquement celle-ci»? Bah, disons que oui, quand j'étais plus petite, j'avais beaucoup de doutes. Je me disais: «Mais de mon côté, il y a mes parents, puis là, il y a ma nouvelle famille que j'ai rencontrée. C'est qui que je dois aimer le plus?» Puis, bah, en grandissant avec le temps, bah, je me suis dit: «C'est pas une rivalité, c'est bah, on peut aimer les 2 à la même valeur». Voilà. Bah, bravo à toi Clara, bravo parce que, tu as quel âge Clara? Je peux te demander ton âge? J'ai 15 ans. 15 ans. Bah, c'est vraiment, une très belle maturité ce que tu me partages là, tu vois? Parce qu'il y a des adultes qui en ont peut-être 3 fois plus que toi et qui n'ont pas encore réussi à résoudre cette équation. Donc bravo à toi Clara pour ce partage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Non, c'est bon. Non, ça va, très bien, bah, merci beaucoup. Vous pouvez applaudir Clara quand même, hein, qui est venue, témoigner. Merci pour elle.
Il y a on parlait justement d'amour qu'on peut partager et je voudrais vous parler d'un point là-dessus qui est quelque chose qui est revenu, dans les partages que j'ai pu avoir, pareil avec des beaux-parents. Alors quand je dis beaux-parents, du coup, belle-mère, beau-père, parce que c'est vrai que dans le podcast, je parle de joli papa, mais j'ai aussi souvent des belles mamans, des jolies mamans qui me contactent en disant: «Bah, Antoine, oui, je me reconnais dans ce truc-là, ou il y a ce truc-là qui me pose problème» et en fait, il y a un outil qui est issu d'un livre, en fait, qui avait été écrit sur le sujet, qui était sur le fait que des fois, des gens me disent: «Ah oui, mais moi, de toute façon, mon beau-père, il m'a jamais aimé». Je dis: «D'accord, OK et qu'est-ce qui te fait dire ça?» «Bah, de toute façon, il était juste là, il était juste là, en gros, quand fallait m'emmener au sport, quand fallait m'emmener ci, quand fallait, me chercher, pour rentrer de soirée. Mais sinon, il s'est jamais occupé de moi, il m'a pas dit qu'il m'aimait, il m'a pas et cetera». Je dis: «Tiens, c'est intéressant parce que quand il venait te chercher aux soirées, à quelle heure il venait te chercher aux soirées?» «Bah, je sais pas, des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin». «OK et quand il t'emmenait aux compétitions de judo, à quelle heure?» «Ah bah, des fois, on partait à 4 heures du matin». «OK». «OK, d'accord» et du coup, je me dis: «Bah, j'ai quand même un petit doute du coup, parce que je me dis quand même quelqu'un qui t'aimerait pas du tout, mais qui met le réveil à 4 heures du matin pour t'emmener à tes compétitions de sport, qui, veille tard le soir pour venir te chercher et bien, je me dis qu'il y a peut-être un petit peu d'amour là-dedans et en fait, c'est expliqué dans un très beau livre qui s'appelle Les langages de l'amour, dans lequel l'auteur nous explique que, l'amour, c'est pas dire: «Je t'aime» ou c'est pas juste, un câlin. En fait, l'amour a plusieurs formes. Et il y a alors 5 langages, il y en a plus, mais je veux dire, il y a 5 langages de l'amour qui ont été comme ça, identifiés chez les humains, dans les interactions humaines et je vais vous les partager, à moins que ça ne vous intéresse pas. Est-ce que vous voulez que je vous partage les 5 langages de l'amour? Ah oui, ça vous intéresse, très bien. Et ça, écoutez bien, c'est intéressant parce que peut-être que vous allez repenser à des gens où vous vous dites: «Mais est-ce qu'il m'aime vraiment? Ou est-ce qu'il a de l'attention pour moi?» et c'est valable aussi dans les couples, hein, ou dans les familles ou dans les amitiés. Et vous allez voir qu'à travers ces 5 langages, peut-être que vous allez reconnaître de dire: «Oh, en fait, c'est ça sa manière de me dire qu'il m'aime». Le premier langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. Donc c'est exprimer son amour par des mots d'encouragement. «Ah franchement, voilà, je t'ai vu à ton spectacle, franchement, c'était chouette, j'ai passé un beau moment. Ah bravo, je vois que là tes résultats, bon, bah, oui, tu avais des difficultés et tout, mais je vois que tu mets des efforts. Ah, je vois que, tu essayes de vaincre ta timidité, tu vas vers les autres» et donc ces paroles, en fait, valorisantes. Heu, une personne, par exemple, qui va vous abreuver de paroles, souvent vous encourager, mais qui ferait rien pour vous, par exemple, peut-être que si vous, votre langage de l'amour, c'est pas les paroles valorisantes, mais un autre qu'on va voir après, peut-être que vous allez vous dire: «Ouais, ça, c'est des belles paroles, hein, parce que bon, toujours en train de m'encourager, de me dire que c'est bien, mais bon, le jour où j'ai besoin, cette personne, elle fait rien pour moi». Mais peut-être que cette personne ou vous-même, votre langage de l'amour, ce sont les services rendus. Et ça, c'est souvent un langage de l'amour des hommes qui est, d'accomplir une tâche ou de rendre un service, ou d'aider, de soutenir. Et donc, c'est vrai qu'on voit, par exemple, des fois, des gens qui passent, j'ai interviewé comme ça des gens, des entrepreneurs qui passaient tout leur temps au travail. Mais tout leur temps au travail, c'est-à-dire que, du soir au matin, les week-ends, les vacances, il y en avait très, très peu. C'est-à-dire que même certains m'ont expliqué qu'ils partaient en vacances, par exemple en Espagne avec leur compagne pour le week-end. Ensuite, eux, ils rentraient travailler pendant 15 jours et à la fin des 15 jours, ils retournaient en Espagne pour, rechercher les enfants et leur compagne pour revenir. Donc c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas, passé de vacances ensemble et en leur posant la question de dire: «Mais finalement, pourquoi tu fais tout ça?» et ben, eux d'expliquer, de dire: «Mais en fait, moi, je fais ça pour ma famille, en fait. Moi, je fais ça pour, subvenir aux besoins. Je fais ça pour, bah, pour qu'ils aient un bon toit sous leur tête, pour que les enfants puissent faire des études, pour que ceci, pour que cela». Parce que son langage de l'amour à lui, cette personne, c'était, de pouvoir là, rendre des services, financer des études, participer à l'achat d'une voiture s'il y en avait besoin, aller emmener, tiens, les enfants en vacances, mais pas passer les vacances avec eux et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu, bizarre en se disant: «Mais alors il fait le trajet, il les emmène». Bah oui, parce que lui, dans sa tête, c'est un service rendu et pour lui, c'est un langage de l'amour de dire: «Je rends service».
Sauf que du coup, s'il est avec des beaux enfants ou une compagne ou un compagnon qui lui, son langage de l'amour, c'est plutôt les paroles valorisantes et qu'il en a jamais, mais par contre qu'il a plein de services, bah, en fait, ils vont pas se comprendre, en fait, dans leurs amours. Parce qu'il y en a un qui rend beaucoup service, mais qui va jamais encourager, qui va jamais dire: «Je t'aime», et il y a l'autre à l'inverse qui n'attend que ça et qui l'a pas et qui est pas nourri du coup. Et c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de se pencher sur ce sujet pour du coup partager aussi avec, son compagnon, de partager aussi avec les enfants parce que c'est très rigolo de voir aussi à tout âge, de voir comment les langages de l'amour peuvent évoluer. C'est-à-dire que des jeunes enfants, par exemple, certains vont apprécier plus les moments de qualité ou des paroles valorisantes et peut-être que à l'adolescence, ce même enfant préférera les services rendus. Parce que, ah ben, il a été là pour moi ou il m'a aidé, là, il m'a bien dépanné sur ce coup-là. Et donc ça peut évoluer. Donc les paroles valorisantes, on en a parlé. Ça, c'est un langage. Le deuxième, donc ce sont les services rendus. On en a un autre qui sont les moments de qualité. Hein, je vous partageais tout à l'heure de comment se créer des souvenirs, du fait de se créer des souvenirs en commun. Eh bien, les moments de qualité, ça peut être, un langage de l'amour. Donc ça veut dire accorder une attention totale, passer du temps, avoir une soirée spéciale et ces moments de qualité. Et ça va être intéressant de voir que, quand par exemple cet homme qui travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup un moment, prendre 2 jours pour organiser une sortie ou quelque chose, bah, là, tout d'un coup, c'est très apprécié de dire: «Ah, il a aménagé son emploi du temps pour avoir ces deux jours de qualité». Mais pas 2 jours où il est sur son téléphone ou son ordi en train de travailler en même temps. Non, non, 2 jours où on est tous ensemble, des 2 jours où on partage. Et donc il y a des fois comme ça des gens qui n'ont pas forcément besoin de se rendre des services, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir des paroles valorisantes, mais pour qui c'est important de s'aménager, des temps, de qualité. Et ça peut être le repas, par exemple. Ça peut être, j'ai une personne là que j'ai interviewée, le podcast sortira du coup dans une semaine quand, vous écouterez ce podcast et qui me disait: «Ben, chez nous, c'est une règle en fait de la maison, c'est-à-dire que Noël, c'est un moment où on se retrouve vraiment en famille et c'est une règle intangible, c'est-à-dire que on peut être dispersé dans tous les pays, en voyage, pour le travail, en déplacement, pour les études, mais pour Noël, c'est sacré. On s'offre à toutes et à tous ce moment de qualité de la magie de Noël. Donc ça, c'est un des langages de l'amour, c'est aussi les moments de qualité. Alors il nous en reste 2. Qu'est-ce que j'ai pu oublier, comme langage de l'amour peut-être? Vous diriez quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on apprécie quelqu'un? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette personne, pour lui exprimer? Oui, on peut lui dire qu'on l'aime. Tout à fait, tout à fait. Donc ça va faire partie, des paroles valorisantes, hein, de dire: «Je t'aime». Ça peut être important ça. Quoi d'autre? Mmh mh, mmh. Clara, une idée? Non? Charlie? Ah, on peut lui demander si elle est amoureuse de nous? Ah, si elle voudrait bien. Ah oui, mais là, normalement, on est déjà censé être amoureux du coup, dans notre exemple. Parce que du coup, si le joli papa, il est avec, maman, ça veut dire qu'ils s'aiment déjà. Alors personne ne trouve, pourtant le Père Noël en apporte sous le sapin. Les oui? Les cadeaux! Eh oui, les cadeaux! Les cadeaux, c'est un langage de l'amour. Il y a des gens qui vont jamais faire de cadeaux et qui vont et l'autre va pas s'en plaindre, de dire: «Bah, moi en vrai les cadeaux, c'est du matériel, je m'en moque», vous savez des fois aussi pour la Saint-Valentin, on dit: «Oui, c'est une fête commerciale» et cetera. Bon, puis il y a des gens à qui ça fait plaisir quoi, je veux dire, tiens un petit bouquet de fleurs, une petite boîte de chocolat, un cadeau, c'est pour eux, quelqu'un qui a le langage de l'amour du cadeau quand il le reçoit, c'est: «Ah, tu as pensé à moi. Tu étais en voyage, tu étais peut-être en déplacement professionnel, ah tiens, tu as pensé à acheter un petit cadeau». Heu Et du coup, ça peut être aussi mal compris, c'est-à-dire que peut-être qu'une personne pour qui le langage de l'amour, ça serait les cadeaux et l'autre personne, c'est les paroles valorisantes. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a besoin d'entendre «je t'aime» et il y a l'autre, lui, pour dire «je t'aime», il offre des cadeaux.
Bah, c'est pareil, ça peut créer pas mal d'imbroglio, oui, on dit comme ça. Parce qu'il y en a un du coup qui va faire des cadeaux, faire des cadeaux, faire des cadeaux et en faisant ces cadeaux, en fait, il dit: «Je t'aime, je t'aime, je t'aime». Sauf que l'autre, en fait, ce qu'il attend, c'est qu'on lui dise et il va dire: «Mais moi, je m'en moque de tes cadeaux. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu me le dises». Et donc ça, bah, c'est notre, 4e langage de l'amour et il y en a un dernier. Il y en a un dernier. Donc si je récapitule, dans les langages de l'amour, on a vu les paroles valorisantes. C'est-à-dire que quelqu'un qui apprécie, qu'on lui dise, voilà, qu'on l'encourage, les paroles valorisantes. On a dit les services rendus. Voilà, pour certains, rendre service, c'est un langage de l'amour, c'est dire je t'aime à sa manière de rendre des services. Le troisième, c'est les moments de qualité. De se créer ces petits sas où là, le téléphone, il est coupé, il y a que nous, on est ensemble, c'est vraiment un moment de qualité. Et je prenais cet exemple justement de cette famille qui me partageait que, bah, on peut être un peu, bousculé, on n'a pas eu un week-end à nous, mais par contre pour Noël, ça c'est sacré, on passera toujours Noël ensemble. On a parlé des cadeaux, donc ça c'est le quatrième. Et le cinquième langage de l'amour, c'est oui, la présence. Alors, ça oui, mais la présence par le toucher, les câlins, le contact physique, une petite caresse sur la main, une petite accolade, prendre dans ses bras. Hein, il y a des gens qui sont tactiles, qui ont besoin de ça, qui ont besoin de: «Tiens, je te fais une petite caresse sur la main», bah, ça veut dire: «Je t'aime». J'ai pas besoin de le dire, en fait. C'est dit à travers cette petite caresse. Ou d'avoir, une accolade ou de se prendre dans ses bras et on n'a pas besoin de parler, on sait on sait ce qu'on est en train de se dire en se prenant dans les bras. Et donc ça, c'est pareil, quelqu'un par exemple, moi des hommes par exemple m'ont partagé, des adultes m'ont dit: «Ben, moi je suis pas sûr que mon père m'ait aimé», par exemple. Et de le questionner, ben, pourquoi? Alors il m'explique, je dis: «Mais est-ce qu'il rendait des services?» «Ah oui, ah bah ça, pour rendre des services, ça il était toujours là pour me rendre des services». «D'accord, mais et est-ce que tu avais des cadeaux?» «Oh oui, oui, des cadeaux, il y en avait, bien sûr». «Bah alors qu'est-ce qui te fait dire que tu as pas l'impression que ce parent t'ait aimé?» Et cet homme de me dire: «Bah, en fait, je me souviens pas qu'il m'ait un jour pris dans ses bras». Et en fait, cet homme, du coup, ben, lui, son langage de l'amour, c'était ça. Il avait besoin qu'à un moment, on le prenne dans ses bras parce que ça valait tous les encouragements, ça valait tous les cadeaux, ça valait, toutes les attentions d'avoir juste ce contact physique, du coup, qui voulait dire beaucoup. Voilà, et ben, c'était un plaisir de vous partager ces 5 langages de l'amour et j'espère peut-être ça peut résonner chez vous. Je ne sais pas si vous voulez venir, dire un petit mot au micro comme l'a fait courageusement Clara. Merci à toi Clara pour ton intervention tout à l'heure. Est-ce que par exemple le fait là d'avoir ces langages de l'amour, est-ce que ça éclaircit des choses pour vous par exemple? Je vous disais de penser peut-être à quelqu'un, où vous dites: «Tiens, est-ce que finalement je ne sais pas trop quelles sont ses intentions». Est-ce que ça éclaircit des choses pour vous? Hein? Tu dénonces? Bon, mais vous n'êtes pas obligé de venir, témoigner au micro. Ce qui compte, c'est que peut-être, voilà, il y a peut-être des choses comme ça que vous allez entendre d'une oreille, de vous dire: Tiens, ouais, c'est vrai que tiens, cette histoire, c'est vrai qu'il me fait quand même souvent des cadeaux, en fait. Donc c'est vrai qu'il me prend pas souvent dans ses bras, mais les cadeaux, ils sont là». Donc c'est peut-être sa manière à lui, en fait, les cadeaux, de me dire qu'il m'aime. Hem, on va passer dans la partie suivante. Je regarde le chrono parce qu'après on va faire des jeux. Alors, pour les jeux, ça va être interactif. J'ai des ardoises là, donc je vais distribuer des ardoises pour chaque table. Il va y avoir des questions, vrai, faux, il va y avoir des questions de rapidité, on va s'écouter de la musique. Il y a des lots aussi. Donc on va bientôt passer au jeu. Mais je voudrais, passer à cette partie, des pressions et des injonctions. De la pression sociale. On parle souvent, vous savez, de la charge mentale, hein, c'est un sujet dont on parle de plus en plus et en fait, je me suis aperçu que, bah, les jolis papas aussi, ils avaient, une forme de charge mentale, mais pas forcément la même que celle des femmes, par exemple. Bien souvent, c'est des injonctions que l'homme se met à lui-même. Par exemple, dans le fait d'avoir ce besoin d'être en compétition avec les autres hommes. D'avoir, une meilleure promotion ou d'avoir une meilleure voiture ou d'avoir, je sais pas quoi, d'avoir, des meilleurs résultats au foot, le dimanche. Bah, ça en fait, enfin, je veux dire, personne n'a forcément mis cette injonction à cet homme de lui dire: «Tu dois, tu dois, tu dois». Mais l'homme est assez,
enclin à se mettre ses propres injonctions de: «Bon, il faut que je fasse ça». Il y a oui, comme vous dites, hein, ça nourrit l'ego en plus, dit: «Eh, vous avez vu quand même, hein? Eh, hein, vous avez vu ce que j'ai fait?» Sauf qu'en fait, le problème de ça, c'est qu'alors oui, peut-être pour certains, ça leur plaît, par exemple, d'avoir, le meilleur boulot, la promo, le machin, le truc, mais ce qui va avec aussi, c'est une pression. Parce que du coup, pour avoir ce trophée-là tout le temps, pour briller, pour être le premier, bah, ça veut dire qu'il y a quand même une pression parce qu'il y a des matins où on n'a pas envie. Il y a des jours où on est moins bon. Il y a des fois où, on s'embrouille et peut-être qu'on se dit: «Ah tiens, moi je voudrais avoir la meilleure famille» entre guillemets. C'est un petit peu il y avait un jeu comme ça, je crois, Une famille en or, ça s'appelait. Mais ça en fait, ça va mettre beaucoup d'injonctions. Et la société partage à ça participe à ça aussi. Les réseaux sociaux, alors, ont amplifié ça, de manière incroyable, hein, parce que maintenant, c'est, à celui qui va partager les plus belles vacances, hein. C'est-à-dire que, «Hey, vous avez vu, les photos là, où j'étais en vacances?» «Bah oui, tu pris une photo devant un palmier, mais, tu c'était où?» «Bah, j'étais aux eaux de Mulhouse». «Ah d'accord, tu étais pas aux Caraïbes alors, tu étais aux eaux de Mulhouse. Le palmier, c'est là que tu as pris la photo». Oui, mais bon, sur les réseaux sociaux, ça peut être trompeur, vous voyez, hein? Vous prenez une photo aux eaux de Mulhouse, devant le palmier, vous mettez, hashtag, Long Island ou je sais pas quoi, Caraïbes et puis on pourrait presque croire que vous êtes aux Caraïbes. Bon, j'exagère un petit peu évidemment, je me moque, mais c'est vrai que ça a amplifié ce truc-là et finalement, dans les jolis papas qui m'ont partagé alors pour peut-être des hommes plus âgés du coup et qui m'ont partagé un peu comme ça cette sagesse, ils m'ont dit: «Finalement, je me suis rendu compte que vivre avec cette forme de pression, de compétition, cette injonction, ça voulait dire vivre avec des règles, vivre avec des injonctions que les autres me mettaient. Mais c'était pas vivre selon mes propres valeurs, c'était pas vivre selon mes propres termes, selon mes propres règles. Si j'ai envie, de partir en vacances, en camping, moi j'adore camper. On part en vacances, on va trouver un petit bungalow, c'est super, on est en camping, c'est génial et c'est pas grave si mes copains me disent: «Hey, tu vu la villa que j'ai louée pour les vacances?» On va pas comparer le bungalow à la villa, parce que moi ce que j'aime, c'est la nature et j'aime partager ça avec, mes beaux enfants et donc à partir du moment où j'arrive à me détacher de en fait, on s'en fout de cette compétition, on s'en fout de cette guerre d'ego, on s'en moque de tout ça et ben, finalement, là, on va pouvoir commencer à vivre selon ses propres termes et si c'est important pour par exemple, si on adore l'histoire et qu'on a envie de partager ça avec ses enfants et d'aller faire, j'ai un ami, moi, qui m'a partagé ça. Alors, c'est un ami qui fait l'école à la maison, parce qu'ils ont beaucoup voyagé et cetera, donc il ne pouvait pas suivre, la scolarité, géographiquement dans une école et donc ils font l'école à la maison et il m'a expliqué, il m'a dit: «Bah, tu sais, moi, le cours d'histoire». Je lui ai dit: «Bah, comment tu fais, du coup?» Et il m'a dit: «Bah, le cours d'histoire, moi, j'adore l'histoire, mais le cours d'histoire, je l'ai fait en vrai». Bah, je dis: «C'est-à-dire?» Ben il me dit: il y avait la période, il y avait le roi Soleil, il y avait, Versailles, il y avait» ben ça, il dit: «On l'a fait en vrai, on a pris 15 jours. On est allé visiter le château de Versailles, on est allé visiter les châteaux de la Loire, on est allé voir, on a vu tous les lieux et les enfants, là, ils ont connecté que: "Ah d'accord, donc quand on parle du roi Soleil, donc c'est lui, là, qu'on voit en pointure au-dessus du château, d'accord et donc les tableaux, donc c'est, à son effigie et cetera». Et mais parce que lui, c'est dans ses valeurs de transmettre, il adore l'histoire, il a dit: «Chouette, on va faire des voyages» et c'est comme ça que les enfants vont apprendre l'histoire. Et donc j'ai trouvé ça fabuleux du coup de pouvoir vivre selon ses propres règles, ses propres valeurs et c'est là où je pense que c'est intéressant de se dire: «OK, peut-être que la société me dit que la vie pourrait se dérouler comme ça». Mais moi, dans mon fort intérieur, qu'est-ce que je voudrais pour moi? Qu'est-ce que je voudrais pour mes beaux enfants? Pour mes enfants? Qu'est-ce que je voudrais qu'on puisse construire ensemble? Et ça dépend pas des likes, ça dépend pas des réseaux sociaux, ça dépend pas du «qu'en dira-t-on». Hein, moi, mon papa m'a fait un merveilleux cadeau dans ces derniers jours. Il est disparu, là, il est mort d'une maladie et dans ces derniers jours, il m'a dit: «Tu sais, c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir du temps en plus pour connaître mes petits-enfants, pour, voilà, pour vivre ces moments-là. Mais il m'a dit en même temps, ça serait ingrat de ma part de dire que j'ai pas eu la vie j'aurais voulu avoir. Il dit: «Les lieux que je voulais visiter, je les ai visités. Les personnes que je voulais rencontrer, je les ai rencontrées. Les artistes que j'ai voulu entendre en concert, je les ai entendus». Et ça a été très inspirant de dire: «Waouh!» Ça veut dire qu'il a réussi
malgré les injonctions, familiales, professionnelles, amicales, il a réussi en fait à faire ce qui était important pour lui dans la vie, de faire les voyages qu'il voulait faire, les rencontres, les concerts, les aventures, les expériences et du coup, ben, dans ces derniers jours de se dire: «Franchement, c'était quand même pas mal cette aventure-là. Oui, certes, j'aimerais bien des années en plus, mais le fait est que j'en ai pas et du coup, ben, ce que j'ai vécu, je suis vraiment très content de l'avoir vécu». Et on va terminer du coup, l'émission, là-dessus, sur le fait que finalement, vivre, cette belle parentalité, cette famille recomposée qui peut-être va générer du «qu'en dira-t-on?» Hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir, des gens qui disent, «Ah oui, mais une famille recomposée, c'est pas une vraie famille». Moi, j'ai entendu ça, d'accord? Des gens m'ont dit: «Ah oui, mais c'est pas tes en ah oui, d'accord, c'est pas tes enfants, donc enfin, oui, enfin, c'est une famille recomposée» et en fait, en gros, ce qu'ils me disaient, c'est que nous, on est une vraie famille. C'est-à-dire que je suis le papa, elle est la maman et nous, on est famille de Ligue A, tu vois? Mais toi, famille recomposée, ça veut dire qu'il y a eu des accidents de parcours, ça veut dire qu'il y a eu des on a rassemblé des bouts du puzzle et il m'expliquait un peu que c'était Ligue B, quoi, que c'était pas la que c'était pas la même, mais si on comprend que l'amour, quand on le partage, il disparaît pas, hein, 1 + 1 = 3, c'est ce qu'on a vu ensemble. Quand on comprend que en unissant les choses plutôt qu'en les opposant, on y gagne toujours plus. Quand on comprend que finalement, vivre selon ses propres valeurs, selon ses propres règles, les choses ce qu'on a vraiment envie de faire et pas les injonctions que la famille, la belle famille, les réseaux sociaux et cetera pourraient avoir sur nous. Quand on comprend tout ça, eh bien, je crois qu'on a quelques clés, du coup, pour faire une très belle aventure en famille récomposée. Merci beaucoup. Je voudrais remercier, du coup, le tiers-lieu, le 5, qui, accueille, cette soirée, qui n'est pas finie parce qu'on va, on va passer au jeu. N'hésitez pas, du coup, si vous écoutez cette émission sur les plateformes, allez voir donc Tiers-lieu le 5 à Audincourt. Ils font plein de choses. Ça a ouvert au mois de février, tous les vendredis, les samedis. Il y a des soirées, il y a des débats, il y a des concerts, il y a des conférences, il y a vraiment plein de choses. Et donc merci beaucoup au Tiers-lieu le 5, merci aux bénévoles, merci à vous, membres du public, qui avez prêté votre oreille à cette émission. Merci à Clara qui est venue partager au micro. Moi, je vous donne rendez-vous du coup, eh ben, la semaine prochaine dans un prochain épisode dans lequel j'aurai le plaisir d'interviewer Alex qui ne voulait pas être père. Il s'était juré qu'il ne serait jamais papa, sauf qu'il est tombé amoureux d'une femme qui avait déjà 2 enfants et ils en ont eu un troisième ensemble et donc ça, on découvrira ça la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente semaine.